Alors, je suis responsable de conseil viticole pour la société Agrovitis, qui est une boîte de conseil indépendante. Je souligne le mot indépendant parce que c'est quand même important depuis que la loi Egalim est sortie, qui pousse tous les producteurs et vendeurs de produits phyto à sortir de la stratégie de conseil. Nous, on a choisi de le faire dès que possible. On est officiellement depuis 2021 indépendant. Voilà, on s'est fait auditer et c'est une bonne chose de fait. C'est pas simple. Nous faisons des conseils stratégiques et conseils spécifiques, comme le mentionne justement cette loi. Stratégique, c'est sur la globalité de la société viticole qui, voilà, on essaye de comprendre et d'appréhender les besoins de, de la propriété viticole. Et le conseil spécifique s'applique plus sur un conseil phyto en établissant avec eux un programme phyto au préalable et de faire un suivi à la parcelle de manière hebdomadaire. On fait aussi du conseil plan de fumure fertilisation. On travaille toute l'année auprès de nos viticulteurs pour pouvoir être au plus près d'eux et les accompagner dans leur démarche. On suit aujourd'hui près de 1000 hectares sur principalement la région bordelaise. Nous allons aussi en Charente, aussi dans le Lot-et-Garonne. On a une propriété à suivre aussi, mais c'est assez ponctuel en Espagne. Donc voilà, on s'agrandit progressivement. Après, François, vas-y, tu peux te présenter. Ouais, donc François Gallet, je dirige Scanopy. Nous, notre expertise, elle est dans la cartographie viticole et dans les outils qui permettent de l'exploiter sur le terrain. On a développé une expertise sur la mesure agronomique par télédétection. Aujourd'hui, on utilise plusieurs outils pour le faire en fonction des besoins et de la résolution qui est nécessaire pour les analyses. Donc, ça va du drone au satellite avec des résolutions spatiales et temporelles différentes en fonction des applications. On a développé un certain nombre d'outils d'aide à la des décisions numériques pour exploiter et tirer le maximum d'informations de ces données agronomiques, de ces cartographies agronomiques. Et donc, notamment, on intervient sur tout ce qui va être diagnostic de production, mais aussi fertilisation et maturité, et donc notamment fertilisation aujourd'hui. L'objectif de ces outils web et mobiles, c'était de s'inscrire dans les processus de la production viticole pour gagner du temps et gagner en efficacité sur le terrain. Cette année, on va faire notre 5 millième hectare de vigne. On a commencé en 2019, au début sur le Val-de-Loire, et aujourd'hui, on est présent sur toute la France. Je Alors, te qu'est-ce que relaisse la la main, Albert. fertilisation modulée? Donc, le principe d'une fertilisation modulée est de comprendre et d'être au plus près de la parcelle, c'est-à-dire on va essayer de bloquer et de masquer l'hétérogénéité des parcelles, parce que l'hétérogénéité des parcelles va se retranscrire évidemment sur les vendanges. Et le fait de faire de la fertilisation modulée, de masquer les petits, entre guillemets, défauts que peut avoir la parcelle, que ce soit au niveau carence ou autre chose. Donc, ce qu'on peut mettre en avant sur la fertilisation modulée, c'est les cartes, par exemple, que propose Scanopy, ce qui vont nous permettre de réagir au mieux sur tout ce qui est travaux de la vigne, travaux en verre, taille et vendange. C'est-à-dire que les travaux en verre vont être faits sur une parcelle qui est plus vigoureuse dans un premier temps et les moins vigoureuses dans un second temps. Et la taille, on peut essayer de jouer dessus aussi. Il faut savoir que le retour qu'on a eu, nous, c'est 30% d'économies sont réalisées en pratiquant la fertilisation géolocalisée par l'économie des engrais. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a moins de 10% des producteurs qui l'utilisent. Le principal facteur étant la difficulté de mise en œuvre, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de prestataires qui peuvent le proposer et on peut tout de suite se retrouver sur ces pratiques-là. Donc, quelles données utiliser pour la fertilisation modulée? Donc, tout d'abord, on utilise des cartes de vigueur qui mesurent les paramètres et les hétérogénéités intraparcellaires. Voilà. Après, on va essayer de directement se déplacer dans la parcelle
pour aller voir ce qu'il en est directement sur le terrain, parce que ce qui se présente sur la carte n'est pas forcément, comme on peut l'imaginer, soit un stress hydrique ou forcément un manque d'azote. Ça peut être bien d'autres choses. On utilise de nombreux paramètres. Et ces paramètres-là vont être aussi faits en fonction, quand on crée des zonages au niveau de la cartographie, fait en fonction de chaque demande de viticulteur. Donc, chaque personne utilise des outils différents, ont des écartements de rang différents et du nombre de pieds à l'hectare différents. Donc, ça, tous ces paramètres-là vont être entrés dans une console pour pouvoir être le plus précis possible. Le diagnostic de la parcelle, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est-à-dire que tous les ans, on se déplace, comme je disais, une fois par semaine dans chaque parcelle de chaque propriété qu'on suit. Et en fin de campagne, avant vendange, on a 27 critères qui nous permettent de définir et caractériser la parcelle. Et ça, c'est pour la fertilisation globale. Mais quand c'est de la fertilisation géolocalisée, dans ces zonages, un nouveau zonage, donc c'est plusieurs zones dans une parcelle, on va directement sur la zone et caractériser la zone. Pourquoi cette zone se démarque des autres. Et donc, les apports ne seront pas les mêmes forcément. Et en analyse complémentaire, on utilise des analyses de sol qu'on préconise ou que le vigneron a fait au préalable. Les analyses de mou, de raisin. On retient aussi tout ce qui est rendement de vendange, fausse pédologique, on peut avoir pas mal d'informations dessus, analyse spéciolaire. Tous ces paramètres-là peuvent rentrer en compte dans cette fertilisation. Nous, on utilise un OAD, un outil d'aide à la décision qui nous permet d'entrer tous ces paramètres dans un tableau et qui nous calcule directement les apports nécessaires à apporter dans la vigne. Alors, par rapport à donc, ces différents paramètres, ces différentes données d'entrée à prendre en compte pour une fertilisation modulée, moi, je vais vous parler en particulier de la partie cartographie. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que nous, à notre niveau, on mesure avec un drone ou un autre outil pour faire de la télédétection. Je parle de notre expérience. La plupart de nos confrères ont des outils qui sont assez similaires, donc c'est assez facile de généraliser à ce que vont vouloir, voilà, à ce que fait l'ensemble de la filière en termes de mesure de vigueur. En l'occurrence, par drone, l'information qui est assez… Alors, il y a deux informations qui sont intéressantes à mesurer par drone pour pouvoir construire la vigueur de la vigne. Ça va être d'un côté la surface foliaire et de l'autre côté la vitalité. Donc, la surface foliaire, elle est calculée sur la base d'un modèle 3D. Quand on passe avec un drone ou même avec un avion, on est capable de reconstituer ensuite un modèle 3D de la parcelle, de détecter la position des rangs et de mesurer sur chaque rang et pied par pied la largeur et la hauteur du feuillage. C'est un paramètre qu'on appelle la surface externe de couvert végétal. C'est un paramètre qui est assez classique à utiliser en agriculture. Et notamment on a vérifié que c'était un paramètre qui expliquait très bien la vigueur de la vigne. Pour info, d'ailleurs, quand on suit ce paramètre, il y a un petit graphe sur lequel je le mets en évidence. Quand on suit la largeur foliaire, par exemple, ou des paramètres de surface foliaire de la vigne sur la saison, on retrouve des courbes qui sont très, très classiques quand on connaît les courbes de vigueur de la vigne. Le deuxième paramètre qui va venir impacter la vigueur, ça va être la vitalité, donc en fait, la qualité de la photosynthèse dans la parcelle. Et donc ça, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur centimètre carré de surface exposée au soleil, donc par centimètre carré de surface foliaire, la qualité de la photosynthèse en calculant l'indice NDVI que vous connaissez. Je ne vais pas forcément revenir beaucoup dessus, mais en gros, il est basé sur la différence de réflectance dans le visible et dans le proche infrarouge. Et la vigne rayonne d'autant mieux dans le proche infrarouge qu'elle est en bonne santé et qu'elle ne subit pas de stress. Du coup, une baisse de vitalité dans la parcelle va être indicateur d'un stress hydrique, un stress nutritionnel ou un stress sanitaire. Donc, typiquement, le stress nutritionnel est celui qui nous intéresse dans le contexte d'une fertilisation modulée.
pour mesurer la vigueur instantanée, en fait, on combine la surface foliaire et la vitalité. L'idée étant de dire que la capacité de produire de la matière organique va être proportionnelle à la fois au volume de feuillage, à la surface de feuillage exposée et à la qualité de photosynthèse par centimètre carré de feuillage. Et donc, c'est cette vigueur qui va ensuite servir de base pour pouvoir construire un zonage parcellaire. Mais dans certains cas, il est pertinent de regarder indépendamment la carte de surface foliaire ou la carte de vitalité parce qu'elles vont nous donner des indications supplémentaires, notamment pour identifier si des baisses de vigueur sont plus liées à un effet de sol ou à un effet qui serait autre et qui, du coup, ne serait pas corrigeable par la fertilisation modulée. Juste pour info, les cartes qu'on préfère utiliser pour faire de la fertilisation modulée, c'est les cartes par drone parce qu'elles sont précises et qu'elles nous permettent d'établir aussi la structure de la parcelle de façon assez fine. Mais ensuite, en routine, on peut aussi utiliser des cartes un petit peu moins précises spatialement, comme par exemple les cartes Sentinel-2, qui permettent de calculer des indicateurs un petit peu similaires aux indicateurs de vigueur qu'on peut faire par drone, même s'ils sont moins précis. Mais on a de l'information sur l'ensemble du cycle de culture puisqu'on a une récurrence de ces données jusqu'à tous les 5 jours. Et du coup, dans certains cas, une fois qu'on a réalisé une cartographie précise avec un outil comme le drone, on peut se permettre en routine pour, par exemple, étudier l'impact que peut avoir une fertilisation modulée sur la parcelle, d'utiliser des données satellites. Et je vais repasser la main à Albert qui va vous parler en pratique, comment ça se passe sur le terrain. Alors, en pratique, tout simplement, on a un calendrier à respecter, comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas louper le coche. Fin juillet, on est censé échanger. Il faut qu'on échange absolument pour avoir le choix sur la fertilisation. Qu'est-ce que vous souhaitez? Sur quelle parcelle vous voulez aller? Quel est votre budget? Tous ces critères rentrent en compte. Depuis quand vous n'avez pas fait de fertilisation? Vos dernières, évidemment, vos dernières analyses de sol. Voilà. En mi-août, nous demandons par exemple à Scanopy, qui est un partenaire officiel avec qui on travaille, de cartographier la vigueur de vos vignes. Fin août, ils construisent, donc Scanopy construit le zonage et on reçoit les analyses de sol. Septembre, on établit le diagnostic visuel dont je vous avais parlé sur l'ensemble de vos parcelles que vous souhaitez fertiliser. En octobre, on construit donc votre plan de fertilisation géolocalisé, remise du plan de fertilisation en novembre avec cartographie de parcelles. On fait généralement une cartographie par type d'amendement. Donc après qu'on peut rendre soit au prestataire, soit on vous le rend directement pour que vous ayez la possibilité de le faire tout seul. Et en janvier, on établit la fertilisation modulée avec ou sans prestataire. Comment se lancer du coup pour la fertilisation modulée? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui la faites si vous êtes équipé de GPS dans vos tracteurs ou sinon vous faites appel à un prestataire. Il y a beaucoup de prestataires, notamment sur la région bordelaise, et je pense qu'il doit y en avoir autant ailleurs, qui font cette fertilisation, qui sont en principe assez réactifs. Je tiens à préciser qu'il ne faut pas voir trop grand dans un premier temps pour la fertilisation géolocalisée. On peut très bien établir des tests dans un premier temps, savoir si vous êtes convaincu à l'issue, ça ne sera pas d'une année à l'autre, mais ça, on va dire qu'on se donne 3 ans pour faire vraiment une fertilisation précise sur une partie de vos parcelles pour que vous puissiez constater et comment vous en sentez financièrement sur le sujet. Vous verrez que vous ferez des réelles économies dessus et en plus de ça, comment la parcelle réagit à cette fertilisation géolocalisée. Donc c'est pour ça que tout d'abord, il faut partir avec un budget. Quel budget d'engrais? Ça, c'est le plus gros poste, c'est l'engrais. Combien de types d'engrais vous souhaitez apporter et quel volume surtout. Voilà. Je laisse parler Laetitia qui du coup travaille au Château Linge-Vache et qui va nous parler de sa fertilisation géolocalisée puisqu'on travaille depuis pas mal de temps ensemble. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis en charge de la gestion technique viticole et œnologique au Château Linge-Vache, donc grand cru classé sur la commune de Pauillac dans le Médoc en Bordelais. Donc, nous, donc la fertilisation géolocalisée, on l'a intégrée de manière, on va dire, un peu plus générale dans
un process de viticulture en fait, de précision qui nous a permis en fait d'avoir comme point plusieurs choses importantes, en tout cas pour nous, au sein de notre vignoble. La première chose qu'on voulait, c'était déjà connaître notre vignoble, savoir voilà, parfaitement, on a 120 hectares. Donc, et plusieurs propriétés à gérer. Donc, on voulait vraiment faire un point dans un premier temps sur tout ce qui était, ce qui composait notre vignoble, un point sur les manquants, tout ce genre de choses. Donc, tout ce qui a été prise d'images, satellite, drone, ULM a été un premier point important pour nous. Ce projet-là nous a aussi permis de pouvoir mieux appréhender et adapter le renouvellement de notre vignoble, savoir si on avait des pieds morts, des pieds manquants, ce genre de choses. Le troisième point qui est aussi excessivement important pour nous, c'est tout ce qui est qualité. Le but de la vitie de précision et surtout de la fertilisation qu'on peut mener, c'était d'adapter au mieux toutes les pratiques à, je dirais pas chaque pied de vigne que l'on a, parce que c'était un peu compliqué à appréhender, mais c'était vraiment d'essayer d'établir des zonages clairs qui pouvaient recevoir que ce soit une même dose de phyto, une même dose de ferti ou adapter tout ce qui est travaux en verre. Et donc, le dernier point aussi qui a été important, notamment d'un point de vue fertile pour nous et qui nous a aussi poussé à beaucoup développer cette pratique au château, c'était le côté et le volet environnement et développement durable. Ça fait quelques années qu'on est déjà certifié notamment HVE niveau 3. Et donc, l'économie, notamment de produits fertilisants et dans peut-être un futur proche de traitement de produits phytosanitaires, a été une motivation pour nous pour mettre en place ce projet-là. Donc, c'est un projet, je vais vous l'expliquer un petit peu, mais de manière assez rapide, qui a été développé, qui a été initié en 2009 avec les premières images cartographiques aériennes et avec les premières cartes NDVI, et qui a vraiment été construit en 2014 avec donc un partenariat entre plusieurs entreprises. Donc, à l'époque, on avait fait appel à la société Telespazio qui nous avait fait donc les prises de vue. On avait travaillé donc avec Agrovitis pour tout ce qui était préconisation, observation, parce qu'il faut savoir que notamment la fertilisation géolocalisée a un pendant observation au vignoble, un pendant analyse de sol, analyse de terroir, qui est extrêmement important à mettre en place. Donc, on avait confié tout ce volet-là et tout le volet historique, bien évidemment, donc à notre société de conseil Agrovitis. Et parce qu'on ne pouvait se charger nous-mêmes de l'application, on a fait appel à un prestataire de services spécialisés qui pouvait nous mettre à disposition des consoles et des tracteurs qui étaient localisés par GPS. Donc voilà, on a créé un pôle un peu innovant à l'époque sur cette thématique-là de viti et de fertilisation géolocalisée au sein du château. Donc là, c'était un petit peu les démarches, les étapes en 2014 qu'on avait développées. Mais Albert en a parlé juste avant, donc je ne vais pas forcément beaucoup revenir dessus. Nous, juste pour avoir un petit peu plus de données, on avait juste fait deux acquisitions cartographiques, donc une début juillet et une donc en post-véraison et une en pré-vendange juste au mois de septembre pour pouvoir compléter et avoir le maximum d'informations sur la vigueur de nos parcelles. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était un projet qui avait été initié en 2009 avec les premières images NDVI, qu'on avait complété en 2012 par une profonde étude de terroir et de qualité de nos terroirs viticoles et de potentialité. On avait essayé de classer l'intégralité de nos 120 hectares
en termes de potentiel viticole pour voir ce qu'il était possible de faire. Et donc, en 2014, l'étude qui nous avait permis de gagner encore en précision avec une nouvelle image cartographique voilà, assez précise. Donc ça, c'était un petit peu les étapes. Et donc, depuis 2014, enfin depuis fin 2014, début 2015, on a mis en place donc la fertilisation géolocalisée. Donc, c'est quelque chose qu'on réalise de manière annuelle pour la fertilisation minérale et la fertilisation organique. Donc, fertilisation minérale avec des produits classiques et organiques avec du compost végétal. Donc, on la réalise tous les ans. Et sur les conseils d'Albert maintenant, pour tout ce qui est préconisation. Alors, si vous passez juste la diapositive, encore après. Voilà, donc les réalisations dans le vignoble, ce qu'on avait fait. Voilà, donc par exemple, en termes de fertilisation organique, je vous ai mis un petit exemple de ce qu'on avait obtenu donc, en termes de zonage et de carte et ce qu'on a créé. Donc, on a repris l'intégralité de notre parcellaire et pour la fertilisation organique, on a vraiment découpé notre vignoble de manière intraparcellaire avec des zonages qui sont très carrés tout simplement pour pouvoir respecter une application qui est certes très mécanique. Hein. On fait varier les apports de produits avec la vitesse d'avancement du tracteur pour cette partie-là. Donc, on a essayé de suivre un maximum les rangs et de faire en sorte que ce soit des zones assez simples à mettre en place. Et donc, on voit bien qu'à l'intérieur d'une parcelle, en fonction de la vigueur, mais aussi en fonction des observations qui ont été réalisées en termes de maladies, en termes de carences, en termes de rendement au niveau d'un millésime, on applique des quantités de compost, ici de compost vert, qui sont différentes. Voilà, pour vraiment adapter au mieux notre stratégie et derrière essayer d'homogénéiser au maximum bien la qualité et la quantité qu'on peut obtenir sur tel ou tel cépage et sur un terroir donné. Donc voilà, quelques images un petit peu de la réalisation telle qu'on peut la réaliser chaque année et la concevoir donc, en fin d'année. Donc avec les machines de notre prestataire, hein, on lui fournit toutes les informations, la cartographie, le produit à appliquer et lui se charge de réaliser l'application au vignoble. Et donc, c'est quelque chose qu'on réalise aussi pour la fertilisation minérale. Pardon. Donc, voilà. Donc là, on a un découpage qui est un petit peu différent. On a beaucoup plus on va dire, de flexibilité en termes d'application, puisque cette fois-ci, on applique avec des tracteurs et des outils munis d'électrovannes. Donc, on ne fait pas varier la vitesse d'avancement des tracteurs. Donc, on est quand même plus fin en termes d'application et en termes de modulation. Donc là, on s'est permis de créer des zones qui étaient beaucoup plus découpées, qui ne respectent pas nécessairement l'avancement dans le rang, mais qui grâce donc à la technologie forcément GPS et aux cartes géolocalisées qui permettent d'appliquer les différents produits minéraux pour la fertilisation dans nos vignes. Et donc, juste après, voilà. On avait fait des premiers essais avant de prendre, comme le disait Albert, c'était important dans un premier temps de faire des essais. Nous, c'est ce qu'on avait réalisé un an avant de lancer réellement le projet sur les 120 hectares. On avait pris un îlot de 7 hectares qui nous paraissait intéressant et pertinent. Et donc, on avait mis en place... on avait fait un premier test et qui nous avait plutôt satisfait. Et donc, du coup, on a généralisé ça donc à l'intégralité de notre vignoble donc depuis fin 2014, début 2015. Donc, aujourd'hui, ça fait à peu près 7 ans qu'on réalise cette fertilisation. Donc, elle nous a permis de manière, je dirais, peu scientifique hein, pour l'instant, mais en tout cas d'homogénéiser, notamment sur des millésimes
qualitatives telles qu'on a pu les connaître déjà depuis 2014, une certaine homogénéisation de la qualité et des rendements de manière intraparcellaire sur notre domaine. Et donc, on va valider ça, enfin, commencer à essayer de valider ça cette année avec une étude qu'on a confiée à une stagiaire en master qui va nous faire un petit retour sur cette année. Alors, je n'ai pas encore les résultats, je ne peux pas vraiment vous les donner, mais en termes de qualité, voir si justement, ce qu'on peut observer de manière globale, est-ce qu'on l'a réellement de manière un peu plus scientifique et un peu plus carrée. Donc voilà ce qu'on peut, en tout cas de notre expérience, qu'il en ressort, c'est que voilà, on est pleinement en accord avec ce que l'on voulait faire et surtout, ben, voilà, on répond à des enjeux environnementaux, qualitatifs, qui sont extrêmement importants aujourd'hui et qui nous satisfont pleinement. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup. Et moi, je vais prendre la main pour parler de l'expérience d'un autre viticulteur qui n'est pas là aujourd'hui, mais avec qui je me suis entretenu il y a quelques temps. Il est près de Gaillac et il réalise de la fertilisation de modulé depuis 2017 sur ses 40 hectares. Et donc, il nous a dévoilé un petit peu les petites astuces et les outils qu'il avait mis en place pour que ça fonctionne comme il le souhaitait. Lui, il en est très satisfait et il le recommande à tous. Et donc, je vais vous parler plus en détail de comment il s'y est pris. Donc, de quoi on parle quand on parle de modulation chez Monsieur Pélissou? Donc, 40 hectares qui sont modulés avec une console Trimble qui est branchée sur un épandeur Kuhn avec un épandage localisé sur 2 rangs. Donc, c'est important de le préciser. Et là, sur l'épandeur, on était aussi j'ai l'impression qu'on était sur 2 rangs également. 2 rangs, oui. Voilà, donc c'est important de préciser que c'était du localisé parce qu'il y a plusieurs types d'épandage et donc on ne construira pas le zonage et on ne construira pas le plan de fertilisation de la même façon en fonction du matériel, comme ça avait été dit en introduction par Albert. L'objectif de la modulation dans le contexte de M. Pélissou, c'était de sécuriser le rendement. Très clairement, voilà, d'homogénéiser la vigueur et de sécuriser le rendement sur des vignes qui sont en IGP. Sur ces vignes en AOC, il ne fait pas de fertilisation. De son point de vue, on peut moduler sur tout type de parcelle, à partir du moment où elle dépasse une taille critique de l'ordre du demi-hectare. En ce qui le concerne, je pense qu'il a peu de parcelles qui sont dans ce cas-là. Lui, très clairement, il module parce qu'il a un matériel ou un sol qui est hétérogène. En ce qui le concerne, il a des problématiques d'hétérogénéité en termes de profondeur de sol, de teneur en argile. Et puis aussi, il m'a parlé de taux de matière organique qui est variable en fonction de ses parcelles. Et donc, voilà, l'objectif de la fertilisation, c'est d'aller corriger ces éléments. Alors, comment il s'y prend, lui, pour moduler? C'est quoi sa recette? Alors, tout d'abord, en 2017, il a commencé par faire un point zéro. Donc, il observait régulièrement dans ses parcelles, en se déplaçant dans son tracteur, visuellement qu'il y avait des écarts de vigueur entre les différentes zones. Il avait plus ou moins matérialisé dans sa tête les parcelles sur lesquelles il y avait des gros écarts de vigueur et il a utilisé ensuite la cartographie pour matérialiser les limites. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il avait déjà en tête plus ou moins la structure qu'il allait trouver et il a utilisé la cartographie pour avoir des repères GPS et avoir une notion un peu plus objective des écarts qui étaient constatés, enfin des écarts entre les différentes zones de ces parcelles en termes de vigueur. Il a ensuite décidé de découper ses parcelles donc, compte tenu de cette hétérogénéité. Alors lui, de son point de vue, on découpe en 3 zones, parfois 4, mais il n'a pas souhaité découper en plus que 4 zones ces parcelles, ces unités parcellaires qui sont de l'ordre de quelques hectares, dans un souhait de simplicité, voilà, pour pouvoir un peu maîtriser les impacts de ces gestes et avoir plus de contrôle. En ce qui concerne les modulations des doses, il y a plein de façons de faire. Lui, ce qu'il recommande, c'est de ne pas y aller avec le dos de la cuillère. C'est-à-dire que, vous voyez, les modulations de dose qu'il propose, elles vont de 0 jusqu'à 300, voire 350% de la dose. Il n'a pas forcément constaté, de son point de vue,
faire juste une fois et demie la dose, c'est peut-être pas assez, c'est pas suffisant pour pouvoir voir des effets assez rapidement dans le contexte de son travail. Du coup, par rapport à sa façon de travailler jusqu'à présent, il n'a pas vraiment modifié sa méthode. Il a juste, voilà, il est passé d'une dose à la parcelle à 3 ou 4 doses à la parcelle, mais ça n'a pas changé son type d'engrais. Donc lui, il est en minéral. Alors, je me souviens plus exactement ce qu'il a comme engrais, mais c'est un NKP. Je crois que c'est du 5. Je ne saurais pas dire, mais je suis pas expert là-dessus, mais voilà, c'est un engrais qui est dosé principalement en azote, minéral. Il n'a pas, par exemple, il a pas d'apport en organique et il n'a pas changé sa façon de faire. Il n'a pas, par exemple, rajouté un deuxième passage suite à la modification de ses pratiques de modulation. Lui, la fertilisation, il va la réaliser en fin de printemps, enfin, pardon, excusez-moi, au début de printemps, courant avril, donc juste au moment du débourrement. Une fois qu'il a réalisé cette fertilisation en avril, il va faire un contrôle visuel tout au long de la saison sur sa parcelle pour pouvoir estimer l'impact et ensuite il va itérer. Et donc là, ce qu'il précise, c'est que ça peut être intéressant d'avoir des cartographies régulières pour pouvoir voir l'impact qu'on va avoir sur la vigueur. Donc refaire une cartographie en N+1 par exemple, mais pour calculer les doses de l'année N+1, il repart de sa carte avant modulation parce que les hétérogénéités qu'il cherche à masquer, il a besoin de les masquer de la même façon l'année suivante. C'est-à-dire que si il repartait de la carte post-modulation, il risquerait de sous-doser certaines zones sur lesquelles la vigueur est trop basse. Il est très satisfait des résultats qu'il a obtenus avec cette méthode. Il la recommande fortement. Lui, il a constaté qu'il avait homogénéisé sa vigueur au bout de 2-3 ans. Et voilà, il en est très satisfait. Il a aussi, de ses dires, observé une amélioration de la qualité globale de sa récolte. Et il cite également 30% d'économie en termes d'intrants. Et son analyse, c'est qu'on a tendance à caler les doses sur les vignes les moins vigoureuses. Quand on utilise une carte ou une méthode pour vraiment appréhender la dynamique de la vigueur, on peut du coup se caler sur les vignes qui sont dans la médiane de la vigueur et on se retrouve mécaniquement avec des doses qui sont plus faibles. Cette année, il n'a pas fait de ferti parce qu'il a gelé. Mais il va s'y remettre l'année prochaine en continuant avec la même méthode qui lui donne satisfaction sur ses vignes en IGP. Il m'a glissé une dernière chose parce que je lui ai parlé du coup de ses vignes en AOC et il m'a dit mais moi je me verrais bien en fait moduler d'autres types de travaux sur mes vignes en AOC pour maîtriser la vigueur. Et il m'a parlé de travail de sol, il m'a parlé d'entretien type des tontes qu'il pourrait souhaiter réaliser de façon modulée pour aller plus loin sur la modulation et dans un contexte où le levier qu'on utilise n'est pas forcément la fertile. Voilà. Et je voulais vous parler justement d'un outil pour conclure sur ce thème qui permet, que nous, on a développé pour des viticulteurs qui ne sont pas équipés d'une console de modulation et qui, dans le cadre de ce que voulait faire Pascal Pellissou, c'est-à-dire moduler des gestes comme la tonte, peut être assez pertinent. L'idée de cet outil, c'est de partir du principe que vous avez tous un GPS dans votre poche qui est sur votre smartphone et qu'a priori, on n'a pas besoin de grand-chose de plus pour vous indiquer dans quelle zone vous vous situez et quelles consignes vous devez appliquer dans la parcelle. Donc, on a construit une petite application qui est disponible sur smartphone, qui positionne le tracteur sur la carte des rangs et à mesure que le viticulteur va se déplacer dans la parcelle, va indiquer une consigne. En l'occurrence, dans l'exemple que je vous montre à l'écran, on travaille la vitesse, c'est-à-dire qu'on va convertir des doses de ferti en vitesse d'avancée sur la base d'un étalonnage de l'enjambeur. Et donc, on va indiquer des vitesses d'avancée pour faire une modulation de ferti. Ça permet de faire de la fertilisation sans s'équiper d'une barre de guidage. Ça permet aussi de moduler potentiellement d'autres travaux, c'est-à-dire qu'à la place de vitesse, on aurait pu imaginer qu'il est indiqué dans certains cas tonte, dans certaines zones pas de tonte. Et à ce moment-là, il a juste à suivre ce qui se passe au niveau de son GPS pour savoir quand est-ce qu'il allume ou il éteint son matériel. Et donc, cet outil,
c'est un outil qui est utilisé, qu'on utilise nous avec des viticulteurs, comme là l'exemple que vous voyez sur la droite, c'est un viticulteur à Quincy qui l'utilise. C'est un outil qui peut permettre de tester la fertilisation modulée juste en se pilotant en vitesse. C'est applicable à n'importe quel type d'enjambeur ou de tracteur, de micro-tracteur. Et le paramétrage est assez facile, c'est-à-dire que on peut peser facilement ce qui va tomber pendant. Vous mettez un seau derrière le semoir et vous pesez pendant 1 minute, par exemple, si vous voulez vous donner une idée du débit par minute, ou alors si vous avez déjà travaillé sur une parcelle et que vous savez que en roulant à une vitesse donnée, vous mettez par exemple 300 kg par hectare, c'est aussi une donnée qu'on peut prendre en compte pour calibrer l'outil. Voilà, donc c'est un autre outil qui est à votre disposition pour travailler sur cette thématique de la modulation des travaux et en particulier de la fertilisation en vigne. Pour conclure, j'espère que par cet exposé, on vous a expliqué de façon suffisamment détaillée qu'avec la modulation de ferti, on pouvait économiser des intrants, qu'il y avait une véritable gain potentiel aussi pour homogénéiser la vigueur des parcelles et que homogénéiser la vigueur des parcelles, c'est aussi se simplifier la vie pour l'entretien et potentiellement aussi une qualité plus homogène au moment de la récolte. Et donc que même si de prime abord, ça peut paraître un geste technique assez avancé, ça peut être très simple quand on utilise des outils qui sont faits pour et qu'on s'entoure des bons conseils pour le mettre en œuvre. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas maintenant à nous poser toutes vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais regarder moi, au niveau de l'audience. Parce que je n'ai pas encore regardé le chat, mais je pense que c'est probablement l'idéal. Ou alors, éventuellement, je ne sais pas s'il y a la possibilité de lever la main. Moi, j'avais une question pour Laetitia. Oui. Du coup, est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait comme mesure, si vous en avez fait éventuellement, pour voir dans quelle proportion vous arriviez à homogénéiser la vigueur sur les parcelles? Alors, on se base essentiellement sur les analyses visuelles au sein de la saison, en fait, dans un premier temps. Tout ce qui est évidemment carence. Et après, on attache aussi... nous, contrairement à M. Pélissou, on fait... il n'y a pas que la fertilisation qu'on géolocalise, pardon. Il y a aussi tout ce qui est travaux en verre et vendanges, notamment. Donc, on réalise en fait des vendanges différentes au sein même d'une parcelle en fonction des zones que l'on a prédéfinies. Donc, on s'appuie également pour voir les différences sur les qualités. On analyse, que ce soit en contrôle de maturité, on analyse à la réception de la vendange, on analyse tout un tas de paramètres, somme toute assez classiques, le degré, la quantité de sucre, AT, pH, et également tout ce qui est paramètres phénoliques, type IPT, anthocyane, tanin. Et puis, évidemment, le dernier paramètre qu'on prend en compte, c'est tout ce qui est rendement. Voilà. Okay. Tous les paramètres qu'on peut analyser. On a fait volontairement le choix de paramètres, on va dire, assez simples et routiniers qu'on peut mettre en place chaque année plutôt que de favoriser des fois des analyses un peu plus pointues et qu'on pourrait pas nécessairement suivre dans le temps. Ok. On te pose une question, si tu développes ton drone en interne. Oui, le drone a été développé en interne. Pourquoi? Alors, parce que déjà, quand on l'a développé, c'était il y a quelques années et il y a eu depuis, il y a pas mal de drones qui sont sortis sur le marché qui sont beaucoup plus performants que ce qui existait à l'époque. Donc, c'était une nécessité quand on s'est lancé de le développer. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise toujours, pourquoi est-ce qu'on a gardé ce drone jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'on a quelques petites spécificités dans les capteurs qu'on embarque, qui sont des capteurs haute résolution qui sont très, très sensibles aux vibrations.
et que du coup, j'entends un Il peu y de a du bruit bruit derrière. chez MLP, je ne sais pas qui c'est. Comment? Il y a du bruit là, non? Ça ne vous dérange pas? Euh, je sais pas qui c'est. Ah si, ça y est, je crois. MLP, je ne sais pas qui c'est. Ok, c'est bon. Merci. Du coup, voilà. Donc, et donc aujourd'hui, en fait, les capteurs qu'on embarque, c'est des capteurs qui sont haute résolution et notamment dans l'infrarouge. Et ces capteurs haute résolution dans l'infrarouge sont très sensibles aux vibrations. Et donc, il a fallu qu'on développe un système de stabilisation qui soit voilà, cohérent, qui nous permette d'avoir des données de bonne qualité dans tous les cas. Et puis, on a aussi récemment rajouté le RTK sur notre drone, c'est-à-dire la précision centimétrique, ce qui nous permet d'avoir des modèles, quand on fait des modèles 3D, quand on positionne les pieds de vigne, les rangs de vigne, etc., dans la parcelle, d'avoir une précision centimétrique. Et ça, c'est assez intéressant, notamment quand on veut guider des engins ou quand on veut créer des zonages qui soient précis. Donc, du coup, voilà, ces deux facteurs font qu'aujourd'hui, on a toujours, enfin, on développe notre drone en interne. Entre-temps, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Benoît qui a posé une question. Quelle est votre approche de la modulation? Ça, je vais peut-être te laisser répondre, Albert. Attendez, ça bouge. Quelle est votre approche de la modulation? Plus d'azote sur les zones faibles, vigoureuses? En fait, c'est pas systématiquement l'azote qui rentre en jeu. C'est-à-dire que nous, on a 27 critères, je vous le rappelle, dans un modèle, enfin dans un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'on va dans chaque parcelle, et en fonction, on va à un moment précis, c'est-à-dire avant chaque vendange, c'est là où les symptômes apparaissent le mieux. Donc, on passe 20 minutes par parcelle pour définir, par zone, parce qu'une parcelle, on définit plus, enfin une zone, on va plus se définir comme une parcelle qu'une zone, ce sera vraiment indépendant. Et on se déplace dans ces zones pour caractériser la zone et en fonction des carences que la feuille de vigne nous fait ressortir, on va du coup, voilà, que ce soit en magnésium, potassium, même il peut y avoir des carences en azote, bien sûr, mais ce n'est pas systématiquement l'azote qui rentre en jeu. Voilà. Et du coup, mais est-ce que c'est plus le. Est-ce que c'est plus. Enfin, moi, je pose une question complémentaire du coup par rapport à ces questions. Est-ce que directionnellement, on est quand même sur. Voilà, est-ce que la règle, c'est plutôt plus d'azote sur des zones de vigueur basse, si effectivement c'est vraiment une vigueur qui est liée au sol et qu'on Non, peut corriger de la sertie ouais. Parce qu'il peut y avoir des stress de la vigne ou des blocages qui ne sont pas forcément liés à l'azote. Donc, Okay. L'azote, c'est les symptômes de carence en azote qui font sortir, on va dire, la carence en azote. Une vigne pas vigoureuse peut avoir d'autres problèmes que l'azote, évidemment. Voilà. C'est pour ça que c'est important aussi de valider tout ça avec les observations et notamment aussi tout ce qui est voilà, rendement, quantité azote assimilable dans les baies, ce genre de choses. Voilà. Parce que par exemple, si vous mettez trop d'azote dans une parcelle qui n'en a pas forcément le besoin, et ben, ça va engendrer des phénomènes qui vont être pires. C'est-à-dire que donc, la vigne est carencée, vous allez lui en mettre, carencée pas forcément en azote justement, qui n'a pas beaucoup de vigueur, et l'azote va développer les maladies, va développer de la coulure, va développer, voilà. Alors que, et en plus, vous allez payer un amendement en azote dont vous n'avez pas la nécessité. Donc, c'est pour ça qu'il faut chaque année, après chaque millésime, faire le point, se remettre en question, réagir. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben, je ne pense pas. J'ai l'impression que non. C'est bien, en plus, on va être pile poil dans le timing parce qu'il est 2h55 là. C'est parfait. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, ok, drone d'épandage, ouais. Alors, il y a la notion de réglementation. Ouais, c'est vrai. Donc, effectivement, il y a la notion de. Il y a la réglementation qui est un petit peu spécifique. Enfin, voilà, il y a encore le cadre réglementaire sur l'épandage drone en viticulture.
va devoir évoluer pour vraiment pouvoir le permettre de le faire de façon généralisée. Nous, aujourd'hui, on n'a pas travaillé sur cette technologie. On a des partenaires qui travaillent là-dessus. Je ne sais pas si un drone serait pertinent, parce que l'épandage, on peut le voir dans plusieurs cas. Par exemple, on peut faire un épandage de phyto, on peut faire, voilà, il y a plusieurs types d'épandage. Dans le contexte d'une fertilisation modulée, ce qui est sûr, c'est que le drone, il est capable de se déplacer en traversant la parcelle et donc en enjambant les rangs. Donc, il n'est pas soumis aux mêmes contraintes que le matériel roulant. Par contre, la capacité d'emport n'a rien à voir. Donc, sur certains engrais, enfin, sur certains, comment dire, produits qui sont liquides, on a la possibilité de juste embarquer une grosse perche avec un tuyau qu'on va dérouler de façon à ce que sur le drone, on n'ait pas une charge qui soit trop importante. En revanche, en ce qui concerne tout ce qui va être l'amendement solide, hein, que ce soit minéral ou organique, là, on est sur des tonnages qui font que ça me paraît compliqué de réaliser une fertilisation modulée à partir d'un simple drone. Peut-être que, mais là je fais que rêver, hein, mais peut-être qu'on pourrait imaginer une première fertilisation de base qui serait réalisée avec un engin roulant et puis derrière un apport d'engrais foliaire sur certaines zones spécifiques par drone. Mais je pense que la réglementation devra vraiment évoluer pour qu'on arrive à le faire de façon généralisée. Aujourd'hui, on est restreint sur des zones avec des degrés de pente assez forts, etc. Donc, je pense qu'il faut encore que l'idée fasse un petit peu son chemin. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter d'ailleurs, Albert, à ce niveau-là sur le… Non, pas nécessairement. De toute façon, il y a des évolutions qui vont arriver. Ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Voilà, il faut juste rester à la page de tout ça et en être informé au bon moment. Ouais. Et pour info, il y a des groupes qui fonctionnent, qui travaillent dessus. Il y a notamment, je crois que c'est Christophe Auvergne, à la Chambre du 34, qui travaille sur ce sujet. Alors, il n'est pas tout seul. Il y a une équipe il y a un des IFV qui travaille avec eux là-dessus. Mais donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de la Chambre du 34 de Christophe Auvergne si vous voulez en savoir plus sur ses travaux. Lui, il a expérimenté avec plusieurs matériels. Et c'est aussi, je crois, Xavier Delpouech qui a travaillé sur cette thématique. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous voulez en savoir plus sur leurs travaux, sachant qu'eux, ils travaillent plutôt sur les phytos, mais par contre, ils ont testé plusieurs drones d'épandage, donc ils sauront vous dire à peu près ce que ça vaut et les limites éventuellement de dispositifs. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir conclure. On va vous remercier à tous d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous contacter directement via LinkedIn. Vous avez nos coordonnées et puis voilà, n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à vos projets. Merci à vous tous. Merci Laetitia et Albert également Merci beaucoup. d'avoir organisé tous ensemble ce webinaire. Et puis, bonne fin de journée et bon week-end. Merci. Merci beaucoup.